Test. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Thumbs up, thumbs down. Excellent, super. Bienvenue tout le monde au Forum franco-ontarien sur la révolution de l'intelligence artificielle. Premièrement, avant de rentrer dans mon discours, je voulais juste vous remercier d'être venus pendant cette tempête de neige. Je sais que pour certaines personnes, ça n'est pas une vraie tempête, mais quand même, merci d'être venus. C'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée dédiée à l'exploration des avancées et des impacts de l'IA et sur notre société. Donc, peut-être certains parmi vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrea Krasnay. Je suis une associée d'apprentissage numérique ici chez Campus Ontario et je suis la responsable du programme d'apprentissage expérientiel francophone ici en Ontario et c'est bien connu sur le nom CAFO. Aujourd'hui, j'aurai à nouveau l'honneur et le plaisir d'être la maîtresse de cérémonie de cet événement. Et ceci est notre deuxième édition de ce forum franco-ontarien. Donc, on est revenu cette année. Je vais juste prendre un petit moment. Et pour ceux qui sont nouveaux à notre événement, le Forum franco-ontarien est un lieu d'échange, d'apprentissage et d'innovation où nous partageons des idées et nous développons des collaborations fructueuses. Nous avons des différentes sessions aujourd'hui couvrant l'impact de l'IA sur l'éducation, les innovations technologiques, les outils d'évaluation appuyés par l'IA, les outils d'IA générative pour l'apprentissage linguistique aussi. Et nous aurons également une table ronde sur les stratégies de rétention des étudiants francophones grâce à l'IA, des ateliers interactifs pour découvrir et tester des outils numériques et des discussions sur les implications éthiques et sociales de l'IA. Mais avant de commencer, je réalise que je n'ai pas un clicker. I realize I don't have a clicker to change. Ah ben non, j'ai un clicker. Je voulais juste voir si vous faites attention, donc merci beaucoup Jason. Et parfait. Avant de nous lancer plus profondément dans la conférence, j'aimerais juste commencer par une reconnaissance territoire. Nous reconnaissons que nous sommes situés sur le territoire traditionnel d'Anishinabek. Non, excusez-moi. J'ai pris juste un café, j'aurais besoin d'un deuxième. Merci beaucoup pour votre patience. Parfait. Donc, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Premières Nations des Mississauga des Crédits, d'Anishinabek, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, et qu'elle est maintenant le foyer de nombreuses nations diversifiées des Premières Nations Inuit et Métis. Je reconnais l'héritage de toutes les générations passées, présentes et futures des Premières Nations de cette terre et ainsi reconnaissante. Pour nous commencer la conférence, j'aimerais passer la parole à notre président et directeur général, Robert Luke, pour partager quelques mots avec nous. C'est à vous la parole. Smile. Merci beaucoup, Andrea. Andrea is l'ombre du PDG. No, is that right? She's like the shadow CEO. We work well together. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Koyan, good morning and welcome. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Today, we're gathered to talk about the ways in which we are using artificial intelligence. It occurs to me that in French, we say intelligence artificial, which is better than artificial intelligence because the intelligence comes before the artificial. So maybe in English, we should adopt the same thing. But we're here to talk about the way it's impacting our work as educators. And today's agenda has a lot of great presentations on the use of AI or IA.
En examinant ces présentations, il me semble que nous considérons l'IA à la fois comme un sujet et comme un objet d'éducation. When I reviewed the presentations, it occurred to me that we have a real opportunity to look at how artificial intelligence is both a subject and an object of education. And this is an important distinction. Dans le domaine de l'éducation, l'IA a fait l'objet de nombreuses analyses. La façon dont elle affecte les processus d'enseignement et d'apprentissage. I'm still learning French, that's why I have a yellow on my name tag, so use caution when you talk to me, please. Slow. Or I guess it depends on where you live, because yellow light sometimes means speed up. Anyway. As a subject of education, AI has been the focus of much analysis on how it's affecting the teaching and learning process, how students will use it to cheat, how this causes us to reflect on different models of assessment, but perhaps more importantly on what the role of education is in an information-rich environment, and one in which rote forms of analysis can be performed easily by machines. So this debate has a long history. 2,400 years ago or so, Plato recounted a discussion with Socrates and Phaedrus, including rumination on the origins of rhetoric and writing. Now, Phaedrus claims that it is possible to be a good rhetorician even without knowing the truth of what is being said. And that sounds to me a lot like AI. Socrates and Phaedrus go on to discuss the origins of writing, declaring that it is inferior to rhetoric, and importantly, that writing will promote the failure of imagination and the impoverishment of art and skills. Technology, as some have said, is license to forget. La technologie est une permis d'oublier. But don't take my word for it. Let's hear directly from Socrates. This discovery of yours will create forgetfulness in the learners' souls, because they will not use their memories. They will trust to the external written characters and not remember of themselves. The specific which you have discovered is an aid not to memory, but to reminiscence. And you give your disciples not truth, but only the semblance of truth. They will be hearers of many things and will have learned nothing. They will appear to be omniscient and will generally know nothing. They will be tiresome company, having the show of wisdom without the reality. Again, that sounds an awful lot like what we say about people who use AI. I didn't actually use AI to write this, but I did use AI to translate some of it. But the chatbots don't really know what they're saying, at least not yet. They're using predictive algorithms to give us the illusion of intelligence, and that's the artificial aspect of it. And it's worth noting that there's been a lot of similar debates on the use of technology in education. We can go back to the Gutenberg era when the printing press came. We've heard the same thing about the radio, the television, the calculator. I was talking to somebody about the calculator today. I don't know how people are here, but I remember when calculators first became a thing and you could bring them to math class and the teacher would say, don't bring that calculator to math class. I can't imagine doing a math class without a calculator right now. Can anybody still do square roots in their head? Anybody? Sylvain, it was us that was talking about that, wasn't it? Yes. Yeah. I hear you. Yeah. The point here is that it's important for our community to be talking about these issues, as we have in the past. We need to be talking about the use of AI and what it means to the practice of education. Aujourd'hui, nous verrons comment l'IA influe sur l'évaluation, l'apprentissage par l'expérience et l'apprentissage des langues. This informs how the use of AI is a skill. In fact, it's actually a set of emergent skills, un ensemble de compétences émergentes. These skills are essential to learning and working in the 21st century. And that's a good segue into looking at AI as an object. At eCampus Ontario, we use AI as an object both to help people find micro-credentials, to learn, to upskill, to find a partner,
for research and development. We're working on AI tools to help folks find and use open educational resources. I'm really looking forward, actually, to hearing Dominique Scheffel-Dumont on this very topic. Where's Dominique? I saw her. There she is. She's coming up in just a quick few moments to chat about that. So today you're going to get demonstrations of AI tools, and you can go out to the space out here and you see two of our sponsors, Sensei and Competency Weaver, who have really excellent examples of how AI can be used in the practice of education. And thank you to both Competency Weaver and Sensei for being here and being sponsors of our event. Cyrielle Keening et Marie-Claire Coupier, Parlement de Programme eCampus Ontario Pédagogie Numérique, qui permettent de se familiariser avec l'utilisation de l'IA. Our very own Cyrielle and Marie-Claire will be here to talk to you a little bit about how some of our educational programs can help you in the use of artificial intelligence. When we see AI as an object, we can usefully direct its deployment, supporting teaching and learning, and enabling innovation more broadly. Now, that's an important distinction because we then can say this is how we will use it. When we do this, we're also teaching key AI literacy skills. We talked about this as well, about the need for AI literacy or EI literacy. We're teaching those skills not just to ourselves, but also to our learners. AI literacy is a defining set of skills that are important for everyone. It is fitting that it starts here with our community. Throughout it all, the most important thing, I think, is the value of the community that we represent. As Francophone educators, you provide invaluable support to ensuring not just the vitality of the French language, but the pédagogie numérique that is enabling French social, cultural, and economic vitality. That's even more important today than it was last week or even last month. And I'm going to end on this note, as it's likely the most important aspect of what we are here to discuss today. French as a minority language faces obstacles, and enabling French language education ensures that our Francophone communities can continue to thrive. And as I just inferred today, that is more important than ever. We are in a new reality of economic and mimetic warfare, trade wars, tariffs, taxes that are coming at us from our formerly friendly neighbor to the south, which we love. Thank you for that. But there's a stark lesson to be learned here in the value of education and its role in supporting the kind of society that we want, but also resilient regional economies. La technologie nous permet. Technology enables us, and AI as a tool facilitates this learning. So let's work together so that we don't forget the lessons of history and the value of being human. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. And before I conclude, I just want to thank the other sponsors that we have who have helped us today. The Government of Canada is one of our sponsors, the Ministry of Colleges and Universities, also one of our sponsors here, Encore, who is running the AV, which looks quite nice, I think. I think you can hear me, so things are looking up. Thank you, Encore, and as I already said, Sensei and Competency Weaver. So with that, I wish you a fantastic day of discussions, and back to l'ombre du PDG. Moi, je suis juste un petit peu plus petite. Voilà. Parfait. Vous m'entendez bien toujours? Excellent. Parfait. Merci beaucoup, Robert, d'avoir partagé quelques mots avec nous. Et je vais juste commencer avec quelques mots de remerciements, des informations générales, puis après ça, on se lance. C'est correct pour vous? Excellent. Vous êtes un très bon public. 5 sur 5 étoiles. Donc, avant de nous lancer, je vais aussi commencer juste par quelques mots de remerciements. Un grand merci au ministère des Collèges et Universités, sans qui notre événement ne serait pas possible. Nos collègues aussi,
je tiens à remercier les collègues des Campus Ontario pour leur contribution essentielle à cet événement. Et comme Robert a mentionné aussi, parmi nos collègues, certaines personnes vont avoir une petite cercle jaune. Et ceux-ci sont des personnes qui sont anglophones, qui ont travaillé à améliorer leur français et dans ces dernières semaines. Et pour nous aider aujourd'hui, donc juste pour que vous le savez, j'aimerais aussi remercier à Taylor, notre organisatrice. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Oui, elle est là. Lève-toi, s'il te plaît. On va juste l'applaudir. Merci encore beaucoup, Taylor. Et j'aimerais aussi remercier nos conférencières. Donc, j'aimerais vous remercier chaleureusement pour le précieux partage de votre savoir, aussi votre expertise tout au long de cette journée. Et merci beaucoup à nos fournisseurs de quai pour ce lieu magnifique et qui nous ont aidés à faire cet événement un succès. Merci à encore qui sont là-bas en arrière avec nous aujourd'hui, qui ont parrainé cet événement et pour la TKV, surtout pour notre public qui est en virtuel. Et aussi, on aimerait remercier à Oliver et Boccaccini pour les repas délicieux que vous avez juste ici, si jamais vous avez besoin de quelque chose, café, nourriture, tout est là. Pegasus pour les sacs que vous avez sur vos chaises. Vous allez avoir tous les petits pamphlets dans vos sacs là-bas. Et aussi The Printing House pour tous les matériaux promotionnels que vous allez trouver dans les sacs aussi. On aimerait remercier aussi à nos exposants que Robert a mentionné aussi tout à l'heure, qui sont juste dans la salle. Vous avez SenseAI qui est une plateforme bilingue propulsée par l'intelligence artificielle. Et vous avez aussi Competency Weaver. Voilà, l'anglais ne marche plus, hein? L'anglais, c'est la 3e, français, c'est la 5e. Just saying. Dans Competency Weaver AI, c'est un site logiciel. Il y a des outils pédagogiques qui couvrent des créations des programmes et tout ça avec l'aide de l'IA. Et vous avez aussi des stands. Si vous ne l'avez pas vu, c'est juste à côté de la nourriture. Donc, comme ça, vous allez les trouver. Mais on a des stands aussi, puis vous allez trouver mes collègues là-bas, Cyrielle, Marie-Claire et Cécile, et vous pouvez apprendre plus sur les aires réelles. Donc, ces matériels, pour ceux qui ne connaissent pas, sont au domaine public, permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit. Il y a même un atelier à 11 heures, donc ne manquez pas si vous êtes intéressé sur ce sujet. Il y a aussi pédagogie numérique certifiée. Donc, c'est Marie-Claire et Cécile qui sont aussi dans la salle. Je ne les vois pas, mais ils sont peut-être ici ou au stand. Ils vont avoir aussi, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, un programme de perfectionnement professionnel qui est micro-certifié. Il y a même des sprints entre 8 février et 1 mars ou 1 mars et 22 mars. Et vous pouvez vous inscrire au stand des Campus Ontario. Et pendant la fin du dîner, nous aurons une mini-cérémonie pour ceux qui ont fini leur micro-titre en janvier. Donc, si vous voyez les personnes sur la scène, c'est pour ça. Et il y a aussi, vous pouvez apprendre un peu plus sur le programme CAPFO. C'est mon programme et je ne vais pas être au stand, mais ça me ferait un plaisir de vous parler pendant soit la pause, soit la période réseautage. Mais cependant, je voulais vous partager ce code QR pour vous inscrire à notre infolette CAPFO. C'est une infolette où on partage toutes les choses qui concernent les affaires francophones e-Campus Ontario, tout ce qui concerne l'apprentissage intégré au travail et tout ce qu'on voit qui concerne la francophonie en général pour vous aider à rester informés tous dans une place. Et ceci étant dit, il y a quelque chose pour tout le monde. Vous pouvez soit explorer des sujets nouveaux d'intérêt ou soit approfondir ce sujet que vous avez déjà un intérêt. Et j'avais juste quelques informations générales de partager concernant l'endroit d'ici. Donc, première chose, concernant les sorties d'urgence, donc vous avez cette belle image.
il y a des panneaux qui indiquent les emplacements des sorties de secours qui sont installés dans tous les étages. La plupart des panneaux comportent une flèche qui indique la direction de la sortie des secours. Et leurs sorties de secours sont situées sur le plan derrière moi, marqué par un X. Ah. Ce n'est pas exactement la diapo que je pensais que ça va être là. Donc, peut-être que je vais partager la diapo après parce que ça ne veut pas marcher. Okay. La technologie est belle, hein? Non, ça ne veut pas écouter. Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer cette diapo pendant une autre pause pour... Ah, ben non, ça marche maintenant. C'est comme la magie. Ça m'a écouté, puis ça, c'est mes pensées. Je voulais juste vous inviter à 2 choses ici. Communauté de pratique franco-ontarienne, si vous n'êtes pas inscrit et vous ne connaissez pas, on a une communauté Slack avec plein de chaînes sur des thématiques, des sujets différents à partir de l'apprentissage expérientiel, les réels, tout ça. Donc, comme ça, ce que j'aime avec cette plateforme-là, que c'est peu importe que vous êtes à Collège Boréal, vous êtes à Glendon, etc., on peut se communiquer tous dans un seul endroit. Donc, ça aide vraiment de faciliter la communication, malgré qu'on est dans des endroits très, très différents, de la région d'Ottawa ou dans le sud ou dans le nord, on peut tous communiquer dans un seul endroit. Et de l'autre côté, vous avez l'infolette mensuelle communauté pratique. Puis peut-être vous vous demandez, bien Andrea, tu viens juste parler d'une autre infolette, quelle est la différence? La différence, c'est que cette infolette-là met en lumière tout ce que vous faites dans le secteur. Donc, c'est une belle façon pour nous de mettre en lumière toutes les recherches, toutes les présentations, tout ce que vous faites dans le secteur aussi. Et je vais laisser cette diapo pour vous donner du temps de vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et juste quelques autres informations générales, puis on se lance. Pour les Wi-Fi, vous avez des cartes sur vos tables. Donc, toutes les informations sont là. L'ordre du jour est accessible par le petit code QR que vous avez devant vous sur la table. Et aussi, vous pouvez vous orienter vers le vestiaire là-bas si vous ne l'avez pas trouvé encore. Les autres chambres, si vous allez sur ces couloirs-là, c'est juste à la fin de ces couloirs, puis vous allez à droite pour trouver les chambres Oakville, Vaughan et la salle de l'événement aussi. Puis, Ah, OK, parfait. Puis les salles de bain, si vous n'avez pas trouvé les salles de bain, c'est un peu compliqué de cette partie-là, mais je dirais d'aller jusqu'au bureau d'enregistrement. Puis après ça, vous allez à droite. Puis ils sont juste là. Puis des iPads. Vous pouvez remarquer peut-être des fois qu'il y a dans certaines sessions que vous avez des iPads. Ils sont libres à utiliser pour vous. On vous demande juste de vous inscrire sur la feuille d'inscription sur les tables et de les ramener après la session. Donc, on ne vous demande de ne pas les amener avec vous dans des autres salles, de laisser tous les iPads à la fin de la session dans la même salle, s'il vous plaît. Et ma partie préférée, puis j'espère que la diapo va marcher. Excellent, parfait. Je vous lance un défi aujourd'hui. Le défi est de trouver quelqu'un que vous... trouver 3 personnes, donc pas 1, pas 2, 3 personnes que vous ne connaissez pas, OK? Puis parler avec eux. Ça, c'est le défi. Deuxièmement, on a une cabine photo. Donc, vous pouvez capturer tous vos souvenirs avec les gens que soit vous connaissez ou vous venez de connaître. Donc, ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, n'oubliez pas de taguer soit Ecampus Ontario ou #FFO 2025. Comme ça, on peut se trouver sur les réseaux sociaux après l'événement aussi. Parfait. Et dernièrement, avec tout ça, on va avoir aussi une période de réseautage à la fin de la journée. Et vous pouvez prendre des photos pendant la période de réseautage aussi. Puis, nous aurons plusieurs pauses pendant la journée aussi. Je vais juste prendre un petit gorgée d'eau. Parfait. Donc oui, on espère de vous y voir. La période de réseautage, ça va être de 17h à 18h. Merci beaucoup pour votre attention et je vais passer la parole à Dominique Cheffel-Dunant, qui est linguiste de formation et professeur agréé au département des études françaises de l'Université York, qui va nous présenter
révolution ou disruption. Le rôle de l'IA générative dans le mouvement de l'éducation ouverte. Merci. Merci Andrea, j'ai la même taille que vous à peu près, donc ça va, les micros vont être à mon niveau. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et étant linguiste de formation, je vais tout de suite, on va dire, raisonner les mots de Andrea et de Luc m'ont interpellée parce que vous avez parlé de lieux d'échange, d'innovation, journée d'échange et aussi donc communauté francophone et ça va très bien avec un petit peu la présentation que je veux faire aujourd'hui qui va d'abord commencer en remerciant toutes les personnes qui m'ont formée depuis mon arrivée au Canada en 1994. Ces auteurs qui m'ont d'une certaine manière cadré l'esprit. J'étais jeune et je suis arrivée au moment de l'Internet, au moment où à l'Université de Toronto, on découvrait les navigateurs, également Linux, également FetchMail. Donc toutes les références dont je vais parler aujourd'hui sont ancrées dans une perspective historique. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça marque une génération. Je suis sûre que peut-être certains auteurs vous en avez entendu, ça va dépendre de votre âge. Et puis, pour d'autres, peut-être que vous allez les découvrir avec moi. Donc, je voudrais juste donc remercier, bien sûr, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Je vais, je pense, durant ma présentation, montrer qu'il y a cross-pollinisation, hybridation, en fait, entre l'expert, l'apprenant, l'enseignant, ces rôles traditionnels. Aujourd'hui, je pense que il n'y a pas une conférencière principale. En fait, on est tous à contribuer à un échange important avec des cadres interprétatifs différents sur l'IA. Moi, j'ai essayé de me focaliser principalement sur la relation IA et éducation ouverte parce que le projet que je mène depuis 5 ans pour la formation des enseignants de français ou de français langue seconde est financé par Patrimoine canadien, le ministère des collèges et des universités et le ministère de l'Éducation. Donc, je travaille sur le continuum maternel jusqu'à doctorant, essayer de voir comment outiller en fait ces éducateurs pour comprendre qu'ils doivent développer une relation avec leurs apprenants parce que leurs apprenants parfois maîtrisent mieux les outils de l'éducation ouverte ou de l'intelligence artificielle qu'eux-mêmes. Donc, on n'est plus dans ces hiérarchies verticales, mais vraiment dans des hiérarchies horizontales. Et j'avais besoin pour aujourd'hui de me dire, il faut que tu aies des cadres pour parler en fait de ces mouvements de pensée pour comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que j'ai besoin, moi, de comprendre pour former d'autres personnes qui sont dans des contextes de conseil scolaire ou au niveau premier cycle, au niveau deuxième et troisième cycle, d'être clair sur comment en fait penser ça de façon minimale et ensuite échafauder ça dans des structures et en ajoutant de la complexité, mais commencer en fait de façon très claire et basique pour que tout le monde puisse s'approprier en fait ces nouveaux espaces d'enseignement, ces nouveaux espaces d'apprentissage et ces structures horizontales. Donc je vais parler, vous allez voir, de bien sûr la métaphore introduite par Éric Raymond en 1999, le bazar et la cathédrale. Pour ceux qui ont connu cette époque, c'était vraiment une décentralisation des savoirs. Ça correspondait avec l'arrivée de Linux et donc de ces programmeurs qui n'étaient plus dans des entreprises à développer des outils, mais qui collaboraient ensemble pour développer des outils ouverts. Et Luc, je ne sais pas si tu étais là quand on a fait à l'Université de Toronto en 1999 la première conférence sur les outils ouverts. Et il y avait Michael Geist, juriste à l'Université d'Ottawa, qui est venu parler, et moi ça m'avait révolutionné. Je suis ressortie de cette conférence, non pas à partir des outils ouverts, mais la notion de propriété intellectuelle et donc des licences Creative Commons et du Fair Use
et c'était 99. Donc vous voyez que quand on parle de l'éducation ouverte aujourd'hui en 2025, c'est un cheminement qui prend du temps pour, d'une certaine manière, impacter nos cadres de représentation et de compréhension sur toutes ces questions. Comme j'ai été directrice pendant 5 ans du programme McLuhan en culture et technologie à l'Université de Toronto, je ne pouvais pas ne pas mentionner Marshall McLuhan parce que ce qui m'a impressionné dans Marshall McLuhan, ce n'est pas ce que l'on lit dans ses livres, que ce soit Comprendre les médias ou La galaxie Gutenberg, mais c'est ce qui s'est passé pour ce chercheur et ce penseur et ce poète. C'est qu'en 2 ans, entre la publication de La galaxie Gutenberg et Comprendre les médias, Marshall McLuhan a complètement décloisonné en fait son regard sur le monde des savoirs. La galaxie Gutenberg suit encore, on va dire, un schéma livresque, c'est-à-dire que chaque chapitre s'enchaîne et il passe d'une idée à l'autre. Comprendre les médias, il n'y a plus de structure livresque. On peut lire le livre de droite, de la fin au début. Et en fait, ce qu'on a l'impression, c'est que dans Comprendre les médias, ce sont les annotations de Marshall McLuhan sur sa réflexion sur qu'est-ce qui se passait en 1964 avec l'arrivée des médias, la radio, la télévision, et l'impact sur l'apprentissage. Donc, il parle du livre comme a teaching machine, et on le voit dans La galaxie Gutenberg. On arrive à comprendre les médias. Il est sorti du cadre du livre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, nous, en fait, imiter d'une certaine manière Marshall McLuhan? Ça lui a pris 2 ans. Nous, on voit que ça nous prend beaucoup plus de temps. Donc, il avait certainement cette capacité à se projeter, qui n'est pas toujours facile. Je pense que l'environnement institutionnel des années 50 et 60 à l'université, où les départements se créaient, il n'y avait pas des départements de communication, il n'y avait pas, la notion de département n'existait pas, il n'y avait pas ces silos, ces cloisonnements par, on va dire, discipline, permettait en fait aux chercheurs dans les années 50, que ce soit Harold Innis ou Marshall McLuhan, de sauter d'un espace à l'autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. On nous a mis dans des silos, dans des départements, dans des facultés. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour nous de faire le saut par rapport à l'intelligence artificielle et l'éducation ouverte que pour Marshall McLuhan. Mais ce que je retiens, c'est que Marshall McLuhan, en fait, ce qu'il a fait, c'est entre le livre qui était le livre du Moyen-Âge avec, en fait, une idée au milieu dans les livres religieux et tout autour d'un tout petit paragraphe qui était un concept clé, les annotations en fait du penseur sur ce concept-là. Il a reproduit dans Comprendre les médias et au lieu de se concentrer sur le centre de la page, il a en fait publié toutes ces annotations et ces réflexions qui illustraient aussi sa collaboration avec tous les penseurs de l'époque, que ce soit des psychologues, des sociologues. Donc, ce n'était plus sa pensée personnelle, mais c'était le fruit de cette intelligence collective dont nous parle Pierre Lévy depuis les années 90. Donc, pourquoi c'était important pour moi de commencer avec Marshall McLuhan? C'est que d'une certaine manière, il nous invite à décloisonner nos espaces d'interaction. Et ça, on voit que la présentation d'Andrea, en montrant ce que eCampus est en train de faire, c'est-à-dire ça dépasse l'archivage de documents, il y a une création de communautés de pratique, il y a aussi des formations. Donc on voit que les structures se mettent en place grâce justement à des projets comme eCampus qui dépassent un répertoire. On n'est plus dans un répertoire de documents, on est dans une hybridation répertoire de documents plus communauté de pratique. Donc, c'est des bons exemples, je pense, de quand même arriver à se forcer un petit peu, à sortir de notre regard sur un objet. Vous avez parlé d'objet, Luc, et de se dire, en fait, ce même objet, il est vu et interprété différemment avec des cadres interprétatifs et compréhensifs par chaque individu. Et si je mets tous ces cadres en réseau, là, j'ai eCampus Ontario. Donc, c'était un petit peu ce que je cherchais à montrer. J'ai essayé d'expliquer eCampus Ontario de façon un peu complexe. Mais ça marche.
on le voit, e-campus grandit, donc ce qui veut dire que ça répond aussi à une attente de la communauté en général, mais aussi communauté francophone. Et je tiens donc à remercier cet événement parce qu'on va avoir la communauté francophone, des cadres référentiels, des cadres culturels qui vont être différents de la pensée anglophone. Luc a parlé de juste l'agencement intelligence artificielle and artificial intelligence, la façon dont vous en fait groupez les mots déjà oriente, et il a fait le commentaire, oriente la façon dont on interprète. Et l'intelligence artificielle, il a mis en fait l'intelligence d'abord et l'artificialité en second. Donc on voit que les francophones ne voient pas le monde de la même manière. Ils continuent à mettre l'intelligence en premier et l'artificialité en deuxième. Donc, merci les francophones. C'est à mon avis très important. Les cadres. Vous voyez que je vais présenter ça de façon quand même très historique. Et là, j'ai quand même une question, parce que comme on a commencé la présentation un peu en retard, est-ce que j'ai toujours le même temps? Juste pour m'assurer, parce que je vais vous faire voyager dans l'espace entre 1950, Harold Innis, et David Wiley, 2025. Donc, vous voyez qu'il va falloir que j'aille vite, là. Il faut que, quand même, je cours beaucoup. Pourquoi c'est important pour moi, en tous les cas, c'est encore mon interprétation personnelle. J'avais besoin de cadres pour comprendre comment voir l'interrelation entre l'IA et l'éducation ouverte. J'avais besoin de cadres qui m'aidaient à comprendre, parce que ceux-là m'avaient aidé à comprendre d'autres moments clés dans notre évolution de société, avec l'arrivée de la télévision ou l'arrivée de la radio dans nos pratiques d'enseignement. Je me souviens, à l'université, quand je suis arrivée, il y avait les laboratoires multimédia pour permettre aux enseignants d'apprendre. Donc, on était vraiment avec la télévision qui arrivait dans le laboratoire et puis la radio qui arrivait dans le laboratoire. Donc, je suis passée par là. Là, maintenant, il n'y a plus. C'est fini, il n'y a plus de laboratoire à l'Université York. Ça a été complètement remplacé par des espaces qui facilitent plutôt l'échange, mais où chacun est quand même tout seul devant son écran. Donc, ce qui n'était pas la même chose que l'organisation spatiale du laboratoire. Et donc, c'était quand même pour moi important de me dire, tiens, j'ai vécu ça, maintenant je vis ça. Qu'est-ce qui se passe en fait pour moi, mais qu'est-ce qui se passe aussi pour mes étudiants? Donc, qu'est-ce que Innis, pour moi, a permis, bien sûr, dans son livre, on va dire, les biais de la communication. Je pense que c'était important de parler des biais parce qu'on va voir quels sont les défis de l'IA avec les biais d'une écriture générative automatique et qui est programmée par des personnes qui développent l'IA. Donc, il y a des biais. Je veux dire, c'est évident et on va les voir, les biais. Donc, c'était important de replacer ça déjà dans un contexte d'une personne qui s'est déjà posé la question sur les biais de la communication. 1950, vous voyez que ce n'est pas nouveau. Donc, on peut s'appuyer sur un peu cette réflexion. Ce qui était important avec Innis, c'était qu'en fait, il montrait, à part qu'il y avait des médias qui étaient, on va dire, plus sur un axe temporel et d'autres qui étaient plus sur un axe spatial, ce qui était important, c'est qu'il disait que, quel que soit le média, il y a toujours un impact politique et culturel. Et on le voit aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis. L'appropriation de l'IA et la guerre, on va dire, d'idées, mais aussi concrètes sur le développement de l'IA entre la Chine et les États-Unis. Il y a des rapports de pouvoir, clairs, et on va voir plus tard dans ma présentation que les cadres en fait, du développement de l'IA, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, n'ont pas les mêmes prémices du tout, parce que pas les mêmes besoins du marché. Donc c'est important que Innis nous aide à comprendre que, en fait, ces biais, ils sont liés aussi aux rapports de pouvoir politique et culturel. Ensuite, j'ai déjà parlé plusieurs fois du terme cadre. Pour moi, Erving Goffman était clé parce qu'il a en fait sorti ce livre qui est très important. Je l'utilise actuellement dans un cours que je donne sur les communications médiatisées à York. Et je demande à mes étudiants de ne rien faire tant qu'ils n'ont pas compris que les cadres, frame analysis, vont vous permettre de comprendre en fait les cadres interprétatifs et compréhensifs par rapport à une situation et que ces cadres, d'une certaine manière, forment
l'interaction. L'interaction ne va pas être la même en face à face, ne va pas être la même au téléphone, ne va pas être la même dans un débat télévisé, ne va pas être les mêmes dans une liste de distribution, ne va pas être les mêmes entre l'individu et l'intelligence artificielle. Donc ces cadres sont très importants et nous aident à comprendre à la fois, on va dire que ce qui est important avec Goffman, c'est que ça nous permet de repenser comment ces cadres évoluent en fonction des supports sur lesquels les interactions sociales et cognitives, d'une certaine manière, sont générées. C'est-à-dire que si j'interagis avec la télévision et que j'interagis avec l'IA, je n'ai pas les mêmes cadres interprétatifs et de compréhension. Donc c'est important de sensibiliser nos étudiants à ce phénomène-là pour qu'ils n'arrivent pas avec des clichés. Pour éviter les clichés, c'est de leur faire prendre conscience que s'ils bougent un tout petit peu et changent de support, automatiquement, tiens, ils ne peuvent plus analyser la conversation avec les mêmes outils, les données, et je travaille ça par exemple sur la transcription même d'un échange, et là ils paniquent, ils me disent mais comment je vais présenter que les personnes se regardent dans une visioconférence par rapport à une conversation en face à face. Je leur dis ben oui, il faut que vous mettiez dans votre transcription le regard, le geste, parce que le regard, le geste va avoir un impact sur l'interaction. Donc c'est important ces cadres pour comprendre nous aussi comment on interagit avec l'IA et comment dans les processus de formation et d'enseignement, les personnes que vous formez travaillent avec le contenu et le support. Donc c'est très important de à chaque fois se dire en fonction de tel profil aussi d'apprenants, comment est-ce qu'ils interagissent avec le support et le contenu. Meyerowitz Joshua Meyerowitz, on voit qu'ils sont quand même très près avec Goffman, c'est qu'il a, avec son livre No Sense of Place, comme s'il n'y avait plus d'espace, nous mentionne que, attention, les relations à l'information et également à l'espace où l'information est accessible change en fonction du média. Donc, ce qui veut dire que chaque média modifie l'espace où se trouve l'information et l'échange. Et il a fait ça, bien sûr, avec la télévision principalement, mais c'est le 50e anniversaire de son livre cette année. Je connais particulièrement Joshua, donc on va envisager des, on va dire, suites à son livre, parce que en fait, son cadre est très, très utile par rapport à la compréhension de l'IA. J'ai mentionné la cathédrale et le bazar, donc j'ai déjà mentionné ça, mais on va le voir aussi dans ma présentation. Et David Wiley, qui a été le premier, bien sûr, on associe David Wiley avec l'éducation ouverte, mais c'était surtout le contenu ouvert. Et ce que David Wiley a démontré, c'est qu'on peut détacher le contenu pédagogique, le contenu du support, et avec l'IA, reconfigurer tel contenu et le mettre sur tel support. Et c'est sur quoi il travaille actuellement en 2025, à modéliser par l'IA comment est-ce qu'on peut agencer en fait un contenu pédagogique pour le mettre sur un autre type de plateforme pour répondre à tel besoin d'apprentissage. Donc vous voyez qu'en 25 ans, cette notion d'objet éducatif et support, outil éducatif, on les a toujours mis ensemble. Et là, 2025, et si on les séparait et qu'on envisage les deux et qu'on travaille comme avec un kaléidoscope, pour tel profil d'apprentissage, je vais mettre ça ensemble, et pour tel profil d'enseignement, je vais mettre ça ensemble. Donc, on voit quand même que l'évolution est positive pour nous, mais en même temps très perturbatrice, parce qu'on est habitué au contexte. Et le contexte, on voit, c'est le cadre dont parle Goffman. On a besoin du contexte pour comprendre tel ou tel. Donc, j'ai plus mes cadres, les choses se détachent, il y a des effacements de frontières, des effacements de hiérarchie. Comment est-ce que je navigue tout ça? Avant d'aborder à des exemples concrets, je voulais quand même encore mentionner Pierre Lévy, qui depuis quand même un grand nombre d'années travaille à cette intelligence collective
et qui pour moi est importante parce que ça permet de redonner, en anglais j'aime beaucoup ce terme, je n'arrive pas à trouver l'équivalent en français, agency. C'est-à-dire que l'humain, c'est lui qui est agent, d'accord? Ce n'est pas la machine qui est agent, c'est l'humain, c'est la pensée humaine, et c'est cette pensée humaine en réseau qui permet de donner en fait la possibilité à un individu qui fait partie de cette humanité, la possibilité de modifier le cours des choses plutôt que d'être tributaire de la machine. Et donc c'était ça que je jugeais important comme message aujourd'hui, c'est quand même nous qui pouvons modifier pour éviter ce discours un peu parfois qui amène la peur, et je la vois cette peur quand je discute avec des enseignants dans les conseils scolaires. Je n'ai pas le droit d'utiliser l'IA. Donc, comment en fait aider les personnes à se dire, mais c'est moi qui suis en fait capable avec mes collègues et mon rapport au savoir de modeler, de modifier comment je vais utiliser l'intelligence artificielle. Et quand j'ai regardé le programme aujourd'hui, c'est quand même important de voir à quel point tout le monde travaille sur ces outils qui permettent d'évaluer comment en fait on va modeler la question du plagiat de nos étudiants avec l'intelligence artificielle, quels sont les outils qui permettent aussi de rassurer les enseignants à explorer et à jouer. Parce que quand je disais que McLuhan et Innis, la chance qu'ils ont eue, c'est que dans les institutions académiques, on privilégiait le jeu intellectuel, c'est-à-dire que les gens pouvaient explorer. On a un peu perdu ça. Moi, ça fait 30 ans que je suis soit à l'Université de Toronto, soit à l'Université York. On a perdu cette notion de jeu. On nous a demandé de codifier un certain nombre de choses. Il fallait rentrer dans une société de processus et de règlements qui, d'une certaine manière, nuit à la créativité. Donc, je pense que c'est le moment de reprendre le pouvoir sur ces éléments-là et de dire, attention, la créativité doit privilégier sur les processus. On a besoin de processus pour toutes les questions de sécurité, je ne le nie pas, mais trouver un équilibre quand même entre processus et créativité, sinon nous n'arriverons pas à faire évoluer en fait l'adoption, d'une certaine manière, de ces nouveaux outils. Donc, c'était important pour moi de reparler de ce moment clé en 1999, parce que qu'est-ce qu'on a, d'une certaine manière, compris, c'est qu'on modelait tout à coup, avec l'apparition des MOOC, avec l'apparition des réseaux, Manuel Castel, la société du réseau, on mettait l'accent, on va dire, sur le fait qu'on allait plus vite en collaborant plutôt qu'en développant un logiciel à l'intérieur d'un laboratoire de recherche et développement. Le mouvement du développement des logiciels libres a montré qu'ils allaient plus vite. Ils avaient beaucoup plus la capacité d'adapter parce qu'il y avait plusieurs regards sur justement le codage. Il y avait aussi la flexibilité qui allait permettre à des regards de cultures différentes de dire oui, cet outil, ça marche bien, mais moi, il faut que je l'adapte parce qu'en fait, mon audience, elle est au Portugal, elle est en Chine. Donc, il y avait cette conversation que peut-être lorsqu'on a la recherche et le développement dans un milieu qui est interne, sans ouverture, le mot ouverture à mon avis est important, on n'a pas ce regard externe qui va faire évoluer en fait l'outil. Donc ça a permis bien sûr une décentralisation des savoirs avec cet article, on a dit l'enseignement qui était jusqu'à maintenant avec le livre McLuhan sur un axe vertical, avec une hiérarchie, l'expert, l'enseignant, l'apprenant. On est arrivé à une décentralisation et une hiérarchie verticale. Et je verrai en fait comment cette hiérarchie aujourd'hui peut-être pourrait être repensée et reconfigurée en fin de présentation. Ce sont simplement des cheminements de pensée que je partage avec vous. Mais c'était important de voir que la cathédrale, quand on voit même les bâtiments, hein, quand on voit Oxford, Harvard, je veux dire, ça ressemble vraiment quand même, d'un point de vue même physique, hein, des beaux bâtiments. C'est la cathédrale, on a passé du temps à imaginer les espaces,
Puis tout à coup, on a le bazar, où le bazar, en fait, le bazar, c'est ici, je fais du troc, je mélange. Et ce n'était pas très représenté quand même dans nos bâtiments. On a essayé dans les années 60 avec la librairie Robarts, on va dire le brutalisme en architecture. Donc on a fait des essais, d'accord, pour démocratiser, on va dire, la cathédrale. Mais c'était quand même très lent. Aujourd'hui, je pense que la cathédrale est dématérialisée puisque ça se passe partout, ça se passe ici, dans un espace qui n'a rien à voir avec un espace académique. Nous sommes dans un espace qui sert en fait à des lieux de rencontre. Donc on a délocalisé, effacement des frontières d'espace. Et le bazar, donc, permet un processus dynamique parce que je suis dans l'échange. Et l'échange spontané est rapide, alors que dans la cathédrale, ça prend quand même du temps pour descendre et assimiler. D'accord ? Donc les échanges sont beaucoup plus dynamiques dans un axe horizontal du bazar. Et je pense que c'est le bazar que j'ai adopté par rapport au projet dont j'ai parlé au départ, pour former les enseignants à se réoutiller, à repenser leur rapport à leur pratique éducative en utilisant à la fois l'éducation ouverte, l'ouverture des contenus et des plateformes et l'intelligence artificielle. Et j'ai voulu en fait avoir ces deux espaces dans ma tête pour monter des programmes de formation. Je voulais qu'il y ait ce dynamisme entre les deux espaces, l'éducation ouverte et l'intelligence artificielle. Ça sera donc le projet dont je parlerai plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Les formations à l'éducation ouverte, optimisées par l'IA, donc le rôle de l'ouverture. Donc, Goffman, Meyerowitz, Levy parlent de Léo d'une certaine manière. Déjà, imagine comment Léo peut être optimisé par l'IA dans chacun des secteurs. Je vais vous montrer cette diapo. Ensuite, je vais vous montrer une autre diapo où les dynamiques auront bougé. Qu'est-ce qu'on voit quand actuellement on fait Léo et l'IA en même temps, mais on reste très localisé dans nos espaces, donc l'espace préuniversitaire, l'espace postsecondaire, on le fait aussi encore dans nos silos. Donc là, il n'y a pas de collaboration entre tous ces éléments, tous ces espaces et tous ces réseaux. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est grâce à l'IA, on peut personnifier, donc une personnification accrue de nos cadres éducatifs. On personnifie de plus en plus, en fait, la manière dont je vais enseigner. Et le soi devient, d'une certaine manière, à chaque niveau, très puissant parce que je travaille avec l'éducation ouverte et je travaille avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est moi qui communique avec la machine, c'est moi qui ai le bénéficiaire, en fait, des résultats de mes prompts ou commandes. Et c'est moi qui vais retransmettre le fruit de mon interaction avec la machine. Donc c'est encore très, dans ce système-là, où il y a peu de communication entre tous ces espaces, c'est encore très, on va dire, sur une personnification des cadres interprétatifs et de compréhension des outils et des formations à Léo et de l'usage de l'IA. Dans chaque secteur, dans les formations, on observe, si on reprend les cas de Meyerowitz, une redéfinition des rôles éducatifs. Qu'est-ce qu'on a vu progressivement? Je l'ai vécu à la fois à l'Université de Toronto et à York. L'émergence d'unités à l'intérieur de l'université qui allaient nous accompagner dans le cheminement d'intégrer les technologies. Alors, chaque université nomme ses espaces différemment, mais ce sont ce qu'on appelle les teaching commons, avec des ingénieurs pédagogiques qui viennent nous aider à nous réoutiller et à repenser. Mais tout ça se fait encore en interne, d'accord ? Je suis sollicitée, mon doyen me dit participez à telle ou telle formation pour comprendre comment intégrer l'IA à l'intérieur de vos formations ou comment travailler sur les questions de plagiat avec vos étudiants. Mais c'est encore en interne, à l'intérieur de chaque cellule, d'accord ? Qu'est-ce qu'on observe? L'enseignant devient facilitateur, modérateur d'une certaine manière, et aussi il n'est plus toujours celui qui va guider la mise en scène de cette relation contenu pédagogique et plateforme. C'est souvent l'ingénieur pédagogique qui nous aide à le faire, ou en tous les cas à le voir,
parce que parfois on ne le voit pas. Encore une fois, nos cadres, on n'a pas été formés à le faire. Donc c'est eux qui nous pointent et nous disent « Ah, si tu faisais ça, ça, ça », en pensant au succès des étudiantes, peut-être que tu arriverais à mieux agencer tes contenus par rapport à tel type de profil d'apprenants et quelles sont les plateformes qui vont aider ces apprenants à mieux réussir. D'accord ? Donc, on voit l'émergence de ces cellules et les ingénieurs pédagogiques prennent une place importante à l'intérieur. Dans les conseils scolaires, ça va être ce qu'on appelle les consultants ressources, les consultants en enseignement, qui, eux, font leur travail de butinage. Ils vont voir ce qui se passe ailleurs, ils reviennent, ils interprètent et ils disséminent, mais ils disséminent à l'intérieur du même espace. En même temps, on sait que nos étudiants, eux, vont rapidement et ils vont aussi sortir à l'extérieur de cet espace. Ils vont apprendre à aller butiner à l'extérieur de la salle de classe, être exposés à d'autres modèles interprétatifs, se dire « Ah, bah, cet enseignant, là, c'était pas mal la façon dont il a exposé son concept en économie. Je vais en fait m'inspirer de ce que j'ai lu dans ce cours-là. » J'aurai toujours une bonne note parce que je vais citer mon prof dans les quiz ou dans les essais, mais en fait, ce n'est pas vraiment lui qui m'a influencé, c'est cette personne-là. Mais c'est implicite, on n'en discute pas, mais on ne peut pas empêcher nos étudiants à aller butiner ailleurs. Donc, on voit qu'il y a un effacement en fait, de cette hiérarchie horizontale. L'étudiant devient d'une certaine manière au même niveau que l'enseignant parce qu'il peut aller butiner dans d'autres espaces comme le fait son enseignant. D'accord ? Il n'y a plus de rapport de pouvoir. On est dans le bazar, là, dans la décentralisation. On n'a plus le pouvoir sur nos étudiants à part la note finale. Mais avec aujourd'hui l'approche par compétences, on ne va plus remettre vraiment, on va dire, des notes. Je sais qu'en Colombie-Britannique, c'est déjà en place. On regarde le progrès des étudiants avec l'approche par compétences, on voit que ça va bouger également. Je peux plus, en fait, je n'ai plus de pouvoir sur mon étudiant parce que je vais mesurer seulement est-ce qu'il a compris ou est-ce qu'il n'a pas compris. Et on espère qu'il va comprendre parce qu'il faut qu'il passe à un autre niveau, puis qu'il, bien sûr, il reçoive son diplôme et que lui-même puisse aller expliquer ce qu'il sait faire dans son monde professionnel. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de MIT ? Parce que MIT, c'était quand même la cathédrale. C'était la cathédrale, il n'y avait pas photo comme Harvard. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Je me souviens discuter avec un ami quand j'étais au programme McLuhan et on devait travailler ensemble. Et il me dit, Dominique, je suis obligée d'abandonner le projet sur lequel on travaille parce qu'on m'a fait une proposition qui m'est impossible de refuser. Et je me disais, c'est quoi cette proposition dont il parle là, qui est... Et en fait, c'était le projet de MIT. Vous vous souvenez, quand ils ont sorti et qu'ils ont rendu public tout leur syllabus de cours, c'est que c'était en fait une manière d'alimenter l'intelligence artificielle et de pouvoir donc comprendre comment, à partir de contenus qui allaient être ouverts, comment on allait pouvoir maintenant, en sens inverse, reconstruire en fait des modules pédagogiques à partir de concepts qui sont dans un syllabus. Il y avait donc une décentralisation complète, c'est-à-dire que le syllabus en tant que tel, il devenait moins important. C'était ce qui allait être couvert dans un cours, mais qui allait pouvoir être réorganisé, redisséminé, à la fois avec l'expert, avec l'enseignant et avec l'apprenant. Ils ont fait un pari, mais qui a, à mon avis, été extraordinaire, c'est que ça a accentué le mouvement vers l'ouverture des contenus pédagogiques. Et on voit aujourd'hui, à partir de leur projet, qu'est-ce que MIT a fait ? Ça correspond aussi aux années 2000, où dans les entreprises, on voit émerger le concept de Open Innovation. Ça, c'était en fait l'innovation ouverte. Et donc, dans les entreprises, comment est-ce que l'innovation va pouvoir s'enrichir de l'interdisciplinarité et de les intermétiers, avec un objectif principal qui était quel est le besoin des personnes qui vont avoir accès aux produits générés par mon entreprise. On a basculé en 2000 à ce qu'on appelle UserX. Tout va s'agencer à partir de là à comment
celui qui utilise mon contenu pédagogique, celui qui va utiliser mon contenu pédagogique sur telle ou telle plateforme, comment est-ce que je vais répondre à ces besoins? Et ça a été, à mon avis, clé pour MIT. Et on le voit dans un projet actuel qui vient d'être publié il y a 15 jours, qui s'appelle... Ah, attendez, ce n'est pas celui-ci, je reviendrai après. Sopala. Sopala, où en fait ils ont décidé à MIT de partir du modèle minimal. De quoi est-ce que j'ai besoin pour qu'on puisse avoir l'éducation ouverte et l'IA dans un contexte éducatif minimal où il n'y a pas de technologie? Si ça marche quand il y a un minimum de technologie, c'est beaucoup plus facile ensuite d'ajouter ce que la technologie va permettre. Mais je suis partie en fait d'un modèle minimal. Et le projet Sopala est extraordinaire parce que en fait, on voit comment ils utilisent l'IA et l'éducation ouverte, à la fois pour la traduction, parce que ça se passe dans un... On voit qu'il y a bien sûr l'enseignant, mais il y a aussi les portables des étudiants qui fonctionnent avec Internet ou pas Internet, puisque ça se passe dans des contextes éducationnels où les connexions ne sont pas toujours faciles. Donc de penser cette hybridation IA et éducation ouverte dans un contexte minimal vous permet de voir qu'est-ce qui est essentiel quand vous allez envisager des programmes de formation et ensuite, comme on dit en anglais, les échafauder, scaling them to, wow, I have all the gimmicks and everything. What happens when I can add all of these beautiful tools and technology? Mais je vais revenir à cette image parce que c'est un autre exemple en fait de MIT qui là représente vraiment la pensée de l'intelligence collective de Pierre Lévy, c'est-à-dire que c'est un projet allemand où c'est la communauté qui va fournir en fait des traductions dans toutes les langues à des histoires créées par les élèves et à partager dans la salle de classe. Donc on voit, comme je le dis, la hiérarchie n'existe plus, c'est l'élève avec son patrimoine culturel et linguistique qui propose une histoire et on va faire du crowdsourcing, on va chercher des traducteurs qui vont traduire en fait le livre pour qu'il soit disponible en plusieurs langues. Donc ça, c'est aussi un très beau projet qui illustre bien le réseau des savoirs intelligents et collectifs et qui, d'une certaine manière, efface justement les rapports de lieux, parce que ça se fait dans tous les lieux, efface les rapports à l'interaction. Chaque histoire va être réinterprétée selon Goffman par rapport au lieu où l'histoire va être diffusée dans une salle de classe et donc va être réappropriée localement. Et si ces enseignants, on a réussi à les mobiliser pour qu'ils transforment l'activité pédagogique en une REL, là, ça redevient en fait un produit accessible globalement. Donc vous voyez en fait le processus, je relocalise et je redonne la découvrabilité de cette ressource à d'autres et ils peuvent la modifier dans un autre contexte. Donc accessibilité globale, mais relocalisation culturelle pour faciliter les cadres d'interprétation et de compréhension. Donc voilà ce que je voulais montrer avec cette... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, ça ne se fait plus en silo. Hein, et on voit que ce qui émerge, c'est vraiment une cross-pollinisation des cadres interprétatifs. Parce que quelque chose qui est développé à l'université, qui va être ensuite réutilisé dans un contexte maternel 12e année ou dans des unités comme Teaching Commons qui sont là pour rediffuser dans des exercices de formation ou eCampus qui représente les répertoires, puisque ce n'est pas seulement un répertoire de documents, mais aussi une communauté de pratique. À chaque fois, on voit que, en fait, les échanges maintenant se manifestent à tous les niveaux et on va avoir besoin peut-être de l'IA pour nous aider un petit peu à faire du sens de tout ça. Donc, je ne vais pas parler de ça parce que je l'ai déjà fait. Là, je montre en fait le pouvoir des ingénieurs pédagogiques qui aujourd'hui, en fait, on le voit dans les réseaux sociaux, butinent, vont prendre des informations en recherche, les introduisent sur leur plateforme et on voit
le nombre de personnes qui les suivent. Hein. Donc on voit que ces ingénieurs-là, aujourd'hui, ne sont plus seulement dans le cadre de leur institution, mais ont un fan base qui les suit. Et donc, ils sont reconnus et en fait, on les choisit parce que, justement, ça résonne, ça m'aide à comprendre et ça me permet de travailler. Je voulais faire ce petit un clin d'œil à ce que vous avez dit, Luc, par rapport à cette, justement, cross-pollinisation des espaces. On voit ici qu'on a à la fois un territoire européen, on a un réseau de bibliothécaires et on a des communautés et des collèges et une liste de diffusion, OE Global, pour mobiliser pouvoir politique, pour mobiliser sur un concept qui est important, qui est l'Ukraine. Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de développer les profils de formation? Je me suis appuyée sur une recherche qui m'a défini dans mon contexte de formation les profils. Donc vous les voyez, Time Crunch Tarim, Institutionally Focused Irene, Freebie Fred, Adaptive Ayesha et Curious Colette. Donc après avoir fait une étude sur plusieurs profils d'apprentissage d'enseignants, voilà ma population. Dans 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai à droite et en haut Time Crunch, Adaptive, Curious, et malheureusement, Institutionally Focused, Irene, elle est restée un petit peu à gauche là. Donc, quand je fais des formations, il faut que je motive ceux qui sont en haut à droite pour mobiliser mon Institutionally Focused, Irene, d'accord? Pour que ce soit inclusif. Donc, on a développé dans ce cadre-là, avec des étudiants, des modules de formation qui sont disponibles à York, mais qui sont déposés maintenant sur eCampus Ontario. Quand je les dépose sur eCampus Ontario, le format change. À York, c'est dans un LMS, Moodle. Sur eCampus, c'est sous forme de Pressbook ou sous forme d'objets éducatifs sans contexte. Ce sont des exemples je pense que les présentations sont circulées. Hein, je pense après, you're circulating the PowerPoints, correct, to the audience? Okay, so if you do, you'll be able to go in depth with all of these. Ce qui est important, c'est que dans ces modules de formation, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre à la fois les étudiants et les enseignants en même temps et de montrer que chacun apprend avec des cadres différents. C'est-à-dire que les étudiants vont aller chercher tel contenu pédagogique, tel outil pédagogique, l'enseignant va aller choisir, et ils sont tous dans le même espace et ils partagent et ils créent un glossaire qui va être utile à d'autres. Donc ça, c'est la formation. Imagine Forest, je montre quelques outils qui permettent aujourd'hui, ce sont des outils libres. Donc mon concept, comme quoi on peut donner des outils libres qui permettent aux enseignants de rapidement développer images et textes pour enseigner, par exemple, la compréhension orale ou écrite, l'expression orale ou écrite. En 2 secondes, j'ai créé ce document. Et ce document m'a permis donc de travailler la littératie orale ou la littératie écrite. Ce sont tous des exemples d'outils libres développés donc pour l'éducation ouverte. Ça vous génère vos plans de cours. Donc c'est ce que j'expliquais. Le contenu est détaché de la plateforme et en fait on recontextualise tout ça dans des espaces différents. Des guides pour aider les gens à passer de l'intelligence artificielle à H5P qui permet l'interaction, mais ensuite, comment est-ce que je les dépose dans mon espace avec qui je partage avec mes étudiants ou mon institution? Comment exporter tout ça dans un LMS, que ce soit Moodle ou Brightspace? Donc, leur donner des guides pour les aider à diffuser localement. On revient au concept de Myrovitz. Une petite plateforme que j'ai co-créée pour aider les enseignants à rester, en fait, pour moi, pour observer quand ils développent une image ou qu'ils développent un document audio pour aider leurs étudiants à comprendre un concept pédagogique ou linguistique. J'ai accès, en regardant à leur prompt, à la façon dont ils posent leurs questions, ce qui me permet de mieux comprendre le profil pédagogique des enseignants que je forme. Donc, l'outil qu'on a créé, il génère une image qui génère tout de suite, en fait, une licence Creative Commons. Je ne veux pas qu'ils mettent ça et qu'ils disent que l'image qu'ils ont générée est propriété intellectuelle. Donc, dans l'éducation ouverte, vous savez que vous devez citer, en fait, la provenance.
Donc, je facilite la question de quelle licence Creative Commons ajouter à l'image ou au document audio que vous avez créé. Voilà ce que m'a donné dans mon Rel Studio quand j'ai posé la question de me créer une image. C'est quoi cette intelligence artificielle qui augmente ma pensée, ma tâche et mon réseau? Première réponse, c'était celle-ci. Deuxième réponse, j'ai changé la consigne et j'ai dit intelligence artificielle qui me sourit. J'ai ajouté une notion d'émotion. Et vous avez vu la différence entre les deux images? Complètement robotique et là, humaine. Donc, intéressant quand même de voir à quel point les commandes modifient même la réaction, notre interaction avec l'intelligence artificielle. Ça, c'était à mon avis un point important. C'est une recherche qui vient d'être publiée à l'Université de Toronto, dans laquelle on s'aperçoit que si le patient ne sait pas qui l'encadre dans des questions sensibles de thérapeutique et de bien-être mental, en fait, ils ont tous choisi l'IA. Quand on leur dit que, attention, en fait, les réponses que vous avez été en fait générées par l'IA, là, ils disent « Ah ben non, en fait, je préfère quand même le thérapeute ». On voit que cette notion d'effacement des espaces devient de plus en plus floue, et si on ne précise pas, en fait, où est l'origine, en fait, de la thérapie, la question qu'on se pose est quand même importante, c'est celle que je voudrais poser pour terminer. Oui, je vais tout de suite arriver à ma conclusion. C'était vraiment, est-ce que cette personnalisation des données par l'IA va redéfinir les structures de sens de nos sociétés contemporaines? Là, on retourne à Innis, parce que les structures de sens, c'est quand même d'où émane la consigne ou la thérapie qui est formulée par l'intelligence artificielle. Est-ce que cette structure de sens que j'associe à un humain, qui est maintenant générée par une machine, est-ce que ma construction du sens, le cadre de Goffman, on a vu les cadres interprétatifs et de compréhension, est-ce qu'ils sont en train de bouger? Donc, interrogation qui change la réponse des personnes interviewées. Donc, IA d'abord positif et ensuite... Et la grosse question, oui, j'avais mis quelque chose sur McLuhan qui nous disait qu'il faut ne pas avoir peur d'une certaine manière de tout ce qui nous arrive, mais que ce qui est important, c'est de garder l'esprit de l'artiste qui arrive à faire un pas de côté et à observer un phénomène qui, d'une certaine manière, est présent et ensuite est diffusé de façon intemporelle. L'artiste est capable de capter quelque chose qui est momentané et il le transforme sur un support artistique qui va être intemporel. Donc, est-ce que c'est un peu ce rapport à la créativité dont je parlais au début qu'il faut qu'on réapprenne, de se dire « je fais une pause, je regarde et comment je peux diffuser ça de façon poétique pour rejoindre un plus grand nombre d'individus dans ce réseau d'intelligence connective ». Voilà l'artiste, et je voulais terminer là-dessus parce que j'ai trouvé cette image très belle. C'est un photographe qui était en train de se promener, qui observe des abeilles en train de butiner, qui étaient toutes sur une fleur, et ensuite, elles étaient repues, assez de sucre, là, elles se sont déplacées sur une autre fleur, et là, sur l'autre fleur, il a vu en fait que d'autres abeilles sont venues se mettre à côté pour le bien-être, être bien. Plus pour butiner, plus pour manger, mais pour être bien ensemble. Et je pense que cette image est très belle parce qu'elle nous interpelle, c'est-à-dire que oui, il faut continuer à mettre l'intelligence humaine avec toutes les caractéristiques de l'intelligence humaine qui nous donnent le rapport aux émotions, qui nous indiquent en fait quand est-ce qu'on est bien, quand est-ce qu'on n'est pas bien, pour aider les enseignants à dépasser leur peur et leur montrer que oui, c'est eux qui sont en fait aux commandes. Il faut qu'on se mette ensemble. Oui, on butine partout, mais quand on se retrouve ensemble, de quoi a-t-on besoin pour comprendre qu'ensemble, on peut aller plus loin? Et c'est ce qui fera certainement que l'intelligence artificielle pourrait se développer dans un sens positif,
plutôt que d'être réutilisés. Donc, mon message pour terminer, c'est qu'il est important de se mobiliser, nous, les humains, à vraiment mobiliser nos connaissances. Et je pense que j'ai passé cette image, je ne sais pas pourquoi elle a sauté, mais je parlais des répertoires et les axes vertical et horizontal sont en train de disparaître. On arrive dans comme la géolocalisation avec la cartographie numérique. On a des points. Donc sur une matrice, la planète, on est passé en 3D. Et si on veut accéder en fait aux connaissances, et je sais qu'il y a des projets, moi j'avais déjà travaillé, il faut que les répertoires soient géolocalisables avec des informations et des étiquetages de métadonnées. Mais pourquoi c'est important? C'est que là, j'ai le cadre interprétatif, culturel, politique, historique. Donc, quand cette REL est déposée dans une base de données dans un lieu, l'importance est de me donner en même temps le cadre interprétatif et de compréhension du développement d'un document. Parce que ça va m'aider à comprendre d'où émane en fait la pensée des acteurs derrière la conception créatrice. Et donc cette géolocalisation nous projette non plus dans des axes vertical et horizontal, mais vraiment dans la sphère. Et c'est comme ça que fonctionne la cartographie numérique aujourd'hui. Et on sait que les drones sont en train de complètement changer en fait notre rapport justement à notre regard, même par rapport au territoire. C'est-à-dire qu'on va mettre un drone pour analyser des problèmes de réchauffement climatique, mais qui va être indexé automatiquement par plusieurs points et surtout indexé par les acteurs qui participent à expliquer le phénomène physique qui se passe sur notre Terre. Donc, encore une fois, je veux terminer en disant merci à eCampus. Des rassemblements comme aujourd'hui où on communique tous sur où on en est dans notre rapport à l'IA ou à l'éducation ouverte, c'est clé. Mais la prochaine étape, eCampus, c'est de nous mettre en réseau. C'est de nous mettre en réseau pour qu'on puisse justement déposer tous ces projets-là et qu'on puisse travailler ensemble pour les améliorer, un petit peu comme cette belle sphère-là. Ça, c'est eCampus dans 5 ans. Je vous ai déjà donné le programme. Je vais laisser ça et prendre mon verre. La personnification, le verre. Merci beaucoup, Dominique, pour cette belle présentation. C'est le temps pour le pause-café. Donc, on vous donne 10 minutes. On sait qu'on est un peu en retard. Donc, on vous demande de vous présenter dans les autres salles ou dans cette salle à 11h08. Et si vous cherchez les autres salles, ils sont juste tout droit, puis à votre droit après. Merci beaucoup.